L'essentiel est à venir, mais si aujourd'hui, tu regardais rapidement dans le rétro, est-ce que tu aurais imaginé faire ce que tu fais? Franchement, oui. Je suis née à Beyrouth. Mon père est libanais, ma mère est française, pour ceux qui ne le savent pas, et ça a été une enfance assez merveilleuse, avec en 2006 un retournement de situation parce que guerre de 2 mois entre l'Israël et le Liban. Donc du jour au lendemain, tout a changé, on a tout perdu, on a tout laissé, on a dû tout reconstruire ailleurs, et ça a été un moment, comme il y en a dans la vie, c'est-à-dire des grands chamboulements qui après coup me paraît indispensable à ce que j'ai pu construire et ce que j'ai pu devenir, mais qui a été un chamboulement. Donc sur le moment, c'était pas forcément quelque chose, enfin, difficile d'avoir du recul sur le moment, tu veux dire c'est quelque chose que tu as pu avoir après? Oui, oui, et je suis convaincue que des moments comme ça sont indispensables pour faire ce qu'on devient. Est-ce que là, la musique déjà a une place dans ta vie? Si oui, laquelle? Comment ça se construit? Alors oui, j'ai commencé le piano au Liban. Donc déjà, c'était important pour moi. La chanson a toujours fait partie de ma vie parce que ma mère est une amoureuse de la chanson française, de Barbara, Véronique Sanson, etc. Et au-delà de ça, moi, c'est quelque chose qu'elle m'a transmis et qui m'a comblée. Je me rappelle de chemins en voiture où on écoutait Barbara, où elle mettait pause toutes les 10 secondes. D'ailleurs, tu sais ce que c'est, où à chaque fois je disais « Mais maman, je m'en fous !» parce qu'elle m'expliquait ce que veut dire tel mot, ce que veut dire telle phrase, et ça me rendait folle qu'elle mette pause toutes les 10 secondes. Et en fait, après coup, on se rend compte l'enrichissement que c'est d'avoir touché du doigt la valeur des mots, leurs nuances, leur prononciation. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait notamment ma force et qui a développé aussi mon amour pour le texte. En fait, ça construisait un petit peu ton identité presque d'artiste. Enfin, ça commençait à construire un petit peu ce que tu es, l'artiste que tu es aujourd'hui, sans même t'en rendre compte inconsciemment. Oui, complètement. Ça a nourri des envies, des désirs, des envies, des passions. Ça a nourri des passions qu'ensuite, moi, je me suis réappropriée. Ok. Mais ça a planté une graine. Donc du coup, à ce moment-là, tu es plus dans la découverte, mais donc tu joues du piano, mais tu ne chantes pas encore? Ou alors tu chantes peut-être à côté? Comment ça se passe? Ouais, alors je chante pas du tout. Du tout. Je suis mal à l'aise avec ma voix, avec mon corps, avec un peu tout. Et c'est. T'as quel âge à peu près à ce moment-là? J'ai jusqu'à mes 8 ans. Ok. Et en fait, même jusqu'en prépa, je ne chante pas. Et c'est pour moi impensable. Donc, Même pour toi? non, même seule. Même seul. Il y a une pudeur, il y a un mal-être, il y a un. C'est comme prendre une photo seule, ça me viendrait pas à l'esprit. Est-ce qu'on peut même parler de blocage peut-être? Ouais, c'est un blocage. Carrément, ok. Et je suis connue d'ailleurs pour mes grands blocages, d'où le Vernis Rouge où on pense que c'est une envie, mais en fait ça faisait partie d'un blocage parmi tant d'autres où j'étais incapable de changer de couleur. Ça l'est encore d'ailleurs. Ok. Oui, et chanter en faisait partie. Parce qu'une grande pudeur, que ce soit pour parler d'amour, que ce soit pour me montrer à nu, pour même oser affirmer que je veux être chanteuse et que je suis chanteuse. Et pour autant, la musique et la chanson, c'est central dans ta vie, c'est quelque chose qui est indispensable, mais tu l'écoutes, tu joues de la musique, mais il y a ce blocage-là. Ouais. Comment tu dépasses ce blocage? Enfin déjà, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a un déclic? Il y a un déclic qui est... Et en fait, je me rends compte après coup que je suis dans la musique pas parce que c'est de la musique. En fait, je m'en fiche de la musique. J'aurais pu être peintre, j'aurais pu être plein d'autres choses. Il se trouve que j'avais une aptitude pour la musique parce que je l'ai développée jeune et que j'ai commencé à savoir jouer. Enfin, bon, voilà. Mais ce qui comptait le plus pour moi, c'était que quelque chose m'appartienne et puisse combler l'énorme vide que je ressentais. Donc ça a été la musique. Mais voilà, ça aurait pu être autre chose. Donc petit à petit, j'ai fait avec. J'ai appris à ne pas avoir peur de me prendre en photo. J'ai appris à oser m'écouter chanter. Ça s'est passé par maman. Au début, je disais, j'avais écrit des chansons, je me rappelle, et je disais à maman, t'as vu cette chanson, elle est super, oui, elle est super. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai mon amie, j'ai vu quoi, Rebecca, qui chante super bien, elle pourrait la chanter. Ce qui est absurde. Et elle me disait, mais jamais, c'est à toi de la chanter, mais n'importe quoi, tu peux pas comprendre, crise d'ado, bon voilà. Oui, mais à ce moment-là, toi, tu te voyais pas chanter parce que tu l'avais jamais fait aussi. Il y a quand même oui, non, mais oui. Mais t'es très modeste, mais il y a quand même
y a quand même un talent, il y a quand même une technique, alors il y a de l'inné, il y a de l'acquis, mais quand même chanter, c'est pas à la portée de tout le monde, et chanter bien, surtout chanter juste et aussi bien que tu Mais le c'est fais. ça qui est fou, c'est qu'elle n'avait aucune idée de comment je chantais. Il y avait une sorte de confiance acquise qu'elle me transmettait, ou non, c'est toi qui dois chanter. Je n'ai jamais chanté, elle ne sait pas comment je chante, je ne sais pas comment je chante, mais pour elle, c'était moi qui devais chanter. Parce qu'en fait, au-delà de la compétence de savoir chanter ou pas, c'était la logique de se dire, t'écris des textes, il n'y a que toi qui peux les chanter, c'est tes textes. Il n'y a que toi qui sais ce que tu racontes, qui va pouvoir les vivre. Et c'est cet amour que j'ai pour des artistes comme Barbara, Véronique Sanson, etc. C'est qu'on n'est pas dans la fioriture. On est dans je te donne mes tripes et il n'y a que moi qui peux te les transmettre. Et ça, j'ai adoré. Du coup, qu'est-ce qui t'aide à passer le pas? Parce que tu parlais de blocage avant, donc là, on passe vraiment d'un monde à l'autre. C'est non seulement s'exposer, mais s'exposer grandement, chanter ses textes, et puis après, forcément, un jour, ça sera aller chanter devant du monde. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que tu arrives à passer ce blocage-là? C'est juste cette confiance-là? Est-ce qu'il y a un moment marquant, peut-être une première étape? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? À quel moment tu dirais on est passé du blocage à ça y est, je suis libéré, je me sens... Je sais qu'on a tendance à raconter. Enfin, je repense encore à maman qui a tendance à expliquer par des moments qui ont été des déclics, mais en fait, moi, je me rends compte que je les vis pas du tout comme des déclics. Par exemple, oui, ce jour-là, tu as chanté devant telle personne et j'ai senti que ça s'est débloqué, mais en fait, moi, je m'en souviens même pas. Donc, je crois que j'ai pas de moment de déclic, si ce n'est que c'était une évidence et que je l'ai dans la peau et que je réfléchis pas, j'avance. De la même manière que souvent on me demande quel est ton moment le plus, je sais pas, le plus marquant dans ta carrière, j'en sais rien, en fait, je m'en fous. Ouais, ok. Je trace et ça s'est aussi produit pour les déclics, c'est qu'en fait, il y avait une évidence qui s'est créée, mais que j'ai dans la peau, c'est que je ne suis faite pour rien d'autre que chanter et être sur scène, donc je dois y aller. Donc ça s'est fait... En fait, ça s'est fait naturellement finalement. Ouais. C'est intéressant parce que, comme tu nous as parlé de ce blocage, de cette grande pudeur, le fait de se dire ça s'est fait naturellement, ça peut paraître contradictoire, mais en fait non. En fait, le fait d'y aller, comme tu dis, et de foncer, ça a tout simplifié. Ouais, ça a tout simplifié. Et c'est fou comme ça peut débloquer de trouver sa voie, et on dirait que tout est écrit à l'avance. Et moi, c'est ce qui me guide continuellement, c'est de savoir que tout est écrit à l'avance parce que je le constate à chaque fois. Comme, je sais pas, un manque de féminité que j'avais très fort et que je vivais mal, parce que petite sœur de 2 frères. Et dans l'adolescence, je sentais que j'avais envie, enfin, je sentais que c'était un besoin de me maquiller, d'oser mettre des jupes ou des choses comme ça. Bon, ça, c'est encore un blocage que je travaille. Mais je sentais que j'en avais besoin de le développer, je n'y arrivais pas. Et comme par hasard, mon projet s'est nommé Vernis Rouge. Ce qui est absurde. Mais en même temps, c'est... Est-ce que tu veux nous raconter peut-être pourquoi Vernis Rouge, comment c'est venu Bah alors, Vernis Rouge, de base, je l'ai créé avec mon meilleur ami. Donc je pense que là aussi, il y avait un blocage de démarrer quelque chose toute seule, j'en étais pas capable. Donc il y a eu ça, et il fallait trouver un nom, et je sais pas, Vernis Rouge, c'est venu naturellement, mais je serais incapable de dire pourquoi. Et en fait, après, ça a pris son sens. Ça a pris son sens. J'ai l'impression que maintenant, tu l'interprètes facilement. Enfin, Ouais. je veux dire... J'ai trouvé un sens, mais c'est ça qui est fou. Sens que j'ai dû peut-être au début chercher, parce qu'il faut une histoire, c'est ce qui plaît aux médias, c'est ce qui plaît. Et en fait, on sait très bien que la vérité, c'est que même quand on écrit une chanson, quand on trouve un nom, il n'y a pas de raison. Et après, on a envie d'écrire une belle histoire. En fait, elle a tout réfléchi depuis le début. En fait, pas du tout. C'est un peu quelque chose qui s'est exprimé. Complètement. Sans que tu en aies forcément conscience et que tu t'es expliqué après. Voilà. Ouais, et où la signification me parle. Et je trouve ça vrai. Il y a vraiment eu ce déclic dans la chanson, d'oser parler d'amour, d'oser parler... mettre des mots, enfin j'étais très pudique sur tout ça, et c'est sur scène que pour la première fois j'ai osé être sensuelle, j'ai osé être plus douce, j'ai osé regarder dans les yeux, j'ai osé, enfin plein de choses comme ça. Et on fait souvent on creuse un petit peu un fossé, on fait une différence entre le quotidien et le métier, ou la vocation, la passion. Est-ce que toi tu ressens ce fossé-là? Est-ce que tu es deux personnes différentes? Est-ce que finalement c'est des vases communicants? C'est-à-dire que ce que ça a débloqué, ce que la scène, la musique, la chanson a débloqué pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui a eu un impact aussi dans ton quotidien, tous les jours? J'aime bien la formulation de vase communicant, et j'y ai jamais pensé. Et c'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que l'un enrichit l'autre, et dans les deux sens. Évidemment que je suis la même personne. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Ça, il s'agit d'un autre sujet. Mais Vernis Rouge, c'est Manon. Manon, c'est Vernis Rouge. Et ce que j'arrive à être sur scène nourrit ce que je suis dans la vraie vie et m'apporte des clés. Et ça, c'est sûrement un autre sujet qu'on abordera tout à l'heure, mais c'est
il faut faire attention à ce qu'on pense être et à quel point ça peut influencer ou pas ce qu'on veut être. Enfin bref. Ce qu'on pense être, c'est-à-dire soi-même? Ce que les autres pensent qu'on est, Ok. et souvent nous disent non, là ça te ressemble pas, ça te ressemble. En fait, personne n'en sait rien. Ouais. Et j'ai besoin d'aller au-delà de ce que je suis ou de ce que vous pensez que je suis pour ensuite réajuster, pour savoir ce que j'ai envie de faire sur scène, qui peut être complètement différent de ce que je suis dans la vraie vie. Et c'est là ce qui est jouissif. Ouais, complètement. On a des vies et des activités totalement différentes, évidemment. Toi, en tant qu'artiste, dans le monde de la musique, et moi, en tant que joueur pro d'e-sport, pourtant, il y a des similarités. Une des similarités qu'on vit tous les deux, c'est lorsqu'on monte sur scène. Alors, on monte sur scène pour des raisons différentes, mais c'est quand même un moment très important. Un moment parfois qui peut être compliqué, qui peut être simple. Enfin, c'est un moment intense, dans tous les sens du terme. Comment toi, tu vis cette montée sur scène? Peut-être l'avant, le pendant. Comment t'approches ça? Je sais que la montée sur scène n'est pas un moment que je redoute. Ça, c'est quelque chose que je peux affirmer. Je ne suis pas stressée. C'est l'inverse, en fait. Peut-être 30 secondes avant, où j'ai envie de bâiller, ou des conneries comme ça que je maîtrise pas. Mais je ne suis pas stressée parce que c'est sûrement le seul moment où j'ai l'impression d'être moi et que ce qui me hante quotidiennement, c'est-à-dire mes angoisses, mon mal-être, qui est quand même très profond et qui est la nature, je pense, de tout ce que je fais aujourd'hui, disparaît. En tout cas, il disparaît pas. C'est ce qui est un peu de l'arnaque. On me dit, est-ce que la musique, t'as le mot à la con sauvé? En fait, pas du tout, parce que je sais que je vais avoir ces merdes qui me suivent jusqu'à la fin. Mais sur scène, je les oublie. Ok. Donc j'ai hâte. Tu les oublies parce que... Pourquoi en fait? Parce que c'est l'intensité de ce que tu ressens sur le moment, c'est parce que tu te connectes à quelque chose que t'as pas l'occasion de faire dans ton quotidien, c'est parce que c'est un moment qui t'appartient pleinement, où tu es en communion avec ton public. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de ce qui faisait que... Non, je me suis rarement posé la question parce qu'elle est complexe et je pense qu'il y a plein de caractéristiques. Mais quand tu me parles de communion, c'est ce que je ressens, je crois, le plus. C'est le moment suspendu où on m'écoute. Et notamment quand je suis en concert piano-voix où, je sais pas, il y a une salle de 300 personnes, tout le monde est assis et ils sont même à l'écoute du silence. Et même moi, je le suis à l'écoute de ce silence et je joue avec. C'est-à-dire le fait de faire tenir une note et sentir qu'il n'y a aucun bruit après la note, c'est incroyable. Et le fait, c'est comme de la méditation, mais le fait de, je sais pas, de fermer les yeux et de penser au chant des oiseaux, bon bah du coup je suis concentrée sur le chant des oiseaux. Et là c'est la même chose, je suis concentrée sur le silence, sur sur les bruits qu'ils font, sur leur applaudissement, le moment où ils disent bravo. Et en fait tout ça, ça m'excite, c'est jouissif, ça me transcende. Je suis ailleurs. Donc si tu nous emmènes avec toi un petit peu dans ce que tu ressens ou ce à quoi tu penses, quelques minutes avant de monter sur scène. Parce que pour toi, entre guillemets, je pense que ça devient jamais banal. Mais enfin, quand même, pour ceux qui écoutent, ou devoir monter sur scène face à des centaines, des milliers de personnes sur place, ou parfois faire un plateau devant des millions de téléspectateurs, enfin, c'est quand même quelque chose. C'est tout sauf anodin. Qu'est-ce que tu ressens? À quoi tu penses? Peut-être tu penses à rien, tu penses forcément à quelque chose, même s'il n'y a pas de stress. Je pense au monde qu'il y a dans la salle. Ça, c'est sûrement le seul besoin que j'ai avant de monter sur scène, c'est de voir qui y a dans la salle. Ok. J'ai besoin de me sentir... j'ai besoin qu'il y ait un challenge. Et ça, je sais que ça me représente assez particulièrement. C'est que si tout roule, moi, ça roule pas, en fait. Ça roule quand je sais qu'il y a des gens importants dans la salle, quand je sais qu'il y a un problème technique à résoudre. En fait, c'est là que c'est pas que ça roule, c'est que c'est là que je prends du plaisir. Ok. Parce que je prends pas toujours du plaisir sur scène. Je dirais que j'en prends très rarement. Ok. Étonnamment. Même si je suis transcendée. C'est-à-dire, il y a une différence entre le fait de... C'est agréable parce que je suis sur scène et j'oublie tout. Et il y a aussi le stade où là, c'était un concert réussi. Et ça, c'est tellement rare. Et qu'est-ce que c'est un concert de réussi, du coup? Un concert réussi, je crois que c'est quand il y a une merde avant. C'est vrai. C'est ce que j'ai analysé avec... C'est le côté arriver à surpasser quelque chose et à atteindre cette... parce que tu décrivais tout à l'heure cet état-là, malgré les obstacles. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et je l'ai compris
Plusieurs fois où avant il y avait un problème. Je sais pas, il y avait nos retours son, les En ears sachant que qui marchaient j'imagine pas. qu'il y a toujours quelque chose. Le long fleuve tranquille Ouais, n'existe pas. voilà. Ouais. Bon, il y en a des fois où c'est prévisible. Et en fait, c'est ce que je déteste dans ce monde-là. Ce que je détestais, j'ai trouvé une solution, mais c'est que tout est écrit. C'est comme un spectacle où tout est écrit. En fait, tu viens, tu fais ton show. En fait, dans les retours, on peut avoir les bandes son. Et c'est-à-dire que toutes les chansons roulent toutes seules. Et moi, j'ai juste à poser ma voix et faire mon piano là où mon piano doit être et basta. Et en fait, ça m'est insupportable. C'est pour ça que ça se fait très peu et je suis sûrement une des seules à le faire, c'est que j'ai enlevé toutes les bandes son. Donc c'est que de la vraie musique. C'est-à-dire qu'il y a un choix artistique qui est très dangereux parce que on n'a pas de cadre et parce que ce qui sonne pour le public va être moins lourd parce que les bandes son, t'as tout ce que t'as fait en studio. Donc le fait qu'il y ait que finalement le synthé, la basse, la guitare et la batterie, c'est dangereux. Mais ça permet d'improviser, ça permet de... Même l'idée de mettre mes coéquipiers, c'est-à-dire les musiciens avec moi, dans des situations désagréables où d'un coup je lance quelque chose qui n'était pas prévu, voir comment ils réagissent, ou je sens que le public a envie de ça, donc je lui donne 3 mesures de plus, c'était pas prévu. Ça, c'est incroyable. T'as envie de créer un moment singulier pour toi, pour le public, pour tes musiciens, pour ton groupe. Ok. Donc il y a ça, ou l'envie de performer en me disant, je sais pas, avant voilà, il y a un problème technique, mes retours ne marchent pas, et tout le monde s'inquiète pour moi dans mon équipe. Non, mais comment tu vas faire? Je vais y arriver. Et en fait, rien que ce truc de leur montrer que j'en suis capable, ça me rend le moment incroyable. Et du coup, j'ai envie de lier ça à un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est un sujet qui est fondamental pour tout le monde, c'est le sujet de la confiance en soi, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, puis dans nos quotidiens. Je me demandais quelle place ça prend dans la vie d'une artiste. Puisque quand tu décris tout ce que tu viens de décrire, ça demande quand même d'avoir confiance en ta capacité à gérer les problèmes que tu... Je veux pas dire que tu t'auto-crées, mais enfin, tu prends des risques, donc tu as forcément confiance en ta capacité à gérer ces risques-là. Mais de manière plus générale, quelle est la place de la confiance en soi dans la vie d'une artiste ? Moi, je peux parler de la mienne, parce que je sais aussi que c'est ce qui me définit, et je me rends compte que j'ai pas d'amis artistes, parce que je suis trop différent d'eux, et qu'en fait, y a un peu quelque chose à la mode dans ce milieu artistique qui est... oui, le syndrome de l'imposteur, mais avoir l'impression que c'est difficile et que il faut cultiver, il faut faire attention à sa santé mentale. Moi, c'est des trucs dans lesquels je me reconnais pas du tout, parce que je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai une confiance absolue. Mais pas absolue parce que je suis la meilleure, je vous emmerde. C'est que j'ai besoin de ça pour entretenir ma flamme. En fait, je n'arriverais pas à avancer si j'avais pas une confiance absolue. Donc je ne sais pas quoi dire à part le fait que je n'ai aucun doute sur le fait que je suis destinée à ça, faite pour ça, et que j'arriverai là où je veux arriver. Moi, je vais me prendre comme exemple, comme néophyte complet. Moi, j'imagine la vie d'un artiste ou d'une artiste comme faite d'amour, d'eau fraîche et de musique, quoi. Voilà. Mais on s'imagine pas forcément le travail colossal qu'il y a derrière, la dureté de cette industrie aussi. Parce que pour rencontrer son public, ça suppose aussi d'avoir certains accès. Enfin, je veux dire, voilà, c'est autrement plus complexe que ce qu'on imagine. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça, ce côté, le travail, l'effort, ce que ça demande sur le long terme, sur le très long terme, en fait? C'est souvent le sujet que j'aborde en premier. Il y a 2 semaines, j'ai passé pour la première fois une semaine en Corse pour une masterclass. Et en fait, c'est là où j'ai mis le plus grand point d'honneur. C'était de dire que le talent, en fait, c'est un bonus. On s'en fout. Le talent, ça se développe, c'est un starter. Donc soit tu nais, t'as de la chance, t'as une jolie voix, ou alors tu chantes juste, ou alors tu vas l'apprendre, y a pas de problème. Mais ce qui fait la différence à la fin, c'est le travail. Et moi, je sais que j'ai ce goût du travail. Et j'en parle aussi souvent dans l'écriture ou la composition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, en tout cas chez moi, j'ai pas cette fulgurance la nuit où oh me vint un sujet sur l'amour. En fait, pas du tout. Je me vais à mon bureau, j'ai envie d'écrire une chanson sur l'amour, j'ai envie de parler de ça. J'imagine un duo, j'imagine des questions-réponses hyper intenses parce que l'amour c'est intense. J'imagine une voix d'homme parce que j'ai envie de quelque chose d'universel où tout le monde peut se retrouver. Je vais l'appeler comme des loups parce qu'en fait j'ai envie de mettre loup dans la chanson et puis ce sera Zawi parce que Zawi fait du rock. Enfin, il y a quelque chose de très travail et qui moi me fait du bien et j'adore. C'est comme une disserte en fait. Et après évidemment il y a des chansons plus fulgurantes mais elles sont rares et c'est ce qui font leur valeur, comme La Fille, où La Fille, moi c'est né d'une frustration à 23h avec une dispute avec mon manager où j'ai été poussée dans mes retranchements, dans un inconfort, dans une impression d'être face à un mur, et La Fille est née dans ça.
Mais c'est rare ces moments et ils valent de l'or. Parce que souvent, c'est du travail, justement. Et dans tous les cas, c'est le travail qui va les sublimer et qui va vraiment les... C'est un peu comme un diamant brut. J'ai l'impression que tu... Voilà, en faire quelque chose de poli et de... D'accord. Et donc le travail, vraiment, c'est... C'est tout. Ouais. Mais comme dans tous les domaines, c'est-à-dire que au-delà du côté artiste et faire de la musique, il y a gérer un business. Et c'est une boîte, quoi, c'est une marque. C'est comme si demain, je voulais faire une bouteille, je suis Coca-Cola, je vais faire une bouteille Coca-Cola et je veux qu'elle soit connue dans le monde entier. Bon, bah oui, mon Coca, il est super bon, mais tout le monde s'en fout. Parce que l'autre, il a créé de l'orangina, c'est très bon aussi. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'on a envie de boire mon Coca? Bah ça, tu passes tes journées, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on soupçonne pas du tout. Il y a peut-être un peu une certaine naïveté, une certaine candeur par rapport à la vie d'artiste. On s'imagine quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Pas dans le mauvais sens du terme, mais de plus libre, de plus. Oui, je vois très bien. Non, mais c'est vrai, ce truc un peu de, il fait nuit, il y a une lumière allumée. J'écris, puis ensuite, oui, voilà. voilà. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi, je vais quand même. Je me permets de nuancer, mais je pense que c'est le trait aussi des gens qui ont beaucoup de talent, c'est qu'ils ont souvent pas conscience de leur talent et le travail vient démultiplier ça. Enfin, moi, c'est la perception que j'en ai parce que moi, je pense qu'avec beaucoup de travail, la musique, ce sera jamais pour moi. Et ça, c'est bien parce qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose que tu as et que d'autres ont et que je n'ai pas et puis que beaucoup n'ont pas. Oui, c'est vrai, non, mais je comprends. Ouais. C'est un peu il y a un petit côté aussi compétitif. Enfin, tu vois, moi, ça me parle parce qu'évidemment, c'est plus évident quand tu fais de l'e-sport, du sport, enfin, de la compétition. Enfin, par définition, c'est compétitif. À partir du moment où c'est aussi une industrie, ça veut dire qu'il y a des places à prendre. Enfin, de manière un peu plus pragmatique et indépendamment du talent, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi un peu plus en préparant notre entretien aujourd'hui. C'est que à partir du moment, voilà, comme je disais, où c'est une industrie, il y a une compétition. Il y a une mise en compétition des artistes. C'est la guerre. Et c'est souvent ce qui me déplaît et ce que maintenant je dis frontalement, c'est qu'on a tendance à... quand on entend les artistes parler, on dirait que c'est un monde merveilleux où tout le monde s'entraide, la solidarité, la sororité, la bienveillance, mais rien du tout. Moi, on m'a jamais aidé. Hein. J'ai tout fait de A à Z. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a pris à contre-pied, ça? Est-ce que tu avais un a priori différent? Non, même pas. Ça t'a pas forcément étonné? Non. Non, pas du tout, et je m'attendais à ça, mais ça sonnait encore plus faux une fois que j'étais dedans et que je le savais. Oui, là, tu l'as vraiment voilà, compris. et que j'entends tous les artistes constamment sur les interviews, où on dirait que c'est le monde merveilleux et que tout le monde s'entraide. Tiens, viens faire ma première partie, alors que pas du tout, quoi. D'accord. C'est la guerre, et ils se mettent des coups derrière. Donc, et c'est normal, c'est une compétition, il n'y a pas 50 places, donc pour faire partie des meilleurs, il faut se battre. C'est le système en fait qui impose cette compétition-là. Et parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et toi, tu arrives à transformer ça du coup comme un moteur, comme quelque chose qui te donne de la force en fait pour continuer d'aller de l'avant et continuer à accomplir le travail que tu as accompli au jour le jour. Ouais, moi, je puise vachement ma force dans ça. La motivation, c'est quelque chose de fluctuant. C'est quelque chose de stable. C'est quoi ton rapport à ta motivation? Est-ce que tu as du recul déjà sur ta motivation? Parce que là, tu parles de ce qui... Tu vois, tu as l'air d'avoir déjà analysé certaines choses dont tu sais que ça l'entretient. Elle est très stable. Franchement, elle est très stable. Je me suis jamais retrouvée face à un moment où je me dis j'arrête. Enfin, ce mot... T'as jamais été découragée? Non, jamais. C'est vrai? Un moment de doute? Jamais. Un point de rupture comme ça au bord du gouffre? Non, jamais. De fatigue? C'est des moments de doute sur un sujet, en fait. Ouais. Est-ce que je dois sortir ce titre-là? Mais pas de manière plus globale? Jamais. C'est impossible. Mais c'est impossible. Tu penses que c'est impossible? C'est impossible. Okay. Demain, tout le monde me quitte. J'en ai strictement rien à faire. Je vais pleurer pendant 10 jours. Je vais me dire, mais comment vais-je faire? Mais la solution, je la trouverai, c'est sûr et certain. Ce sera probablement une chanson. Oui, en plus, voilà. Ça, c'est le point positif. Ça sera presque de l'inspiration. Non, mais ça, c'est très vrai d'ailleurs. Okay. Hein. C'est que quand quelque chose de mauvais arrive, c'est limite une aubaine parce que c'est très difficile d'écrire dans le bonheur. Bon, ça, c'est connu. Mais il faut alimenter aussi cette torture. Moi, j'en profite pour... Je fais une toute petite aparté, mais je me retrouve beaucoup dans l'intensité avec laquelle tu parles de ta motivation et de cette flamme-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté tout au long de ma carrière. Un jour, il m'est arrivé de me réveiller, et justement, pour la petite anecdote, de ne pas me réveiller, et avoir du mal, justement, à me réveiller pour ma journée. C'était un jour de compétition. Et ce jour-là, ça a vraiment été un énorme coup de massue, où je me suis rendu compte que la flamme s'était atténuée, voire peut-être même qu'elle s'était éteinte, alors que j'étais persuadé, mais je pense que tous les parcours sont différents, évidemment,
Donc, c'est pas du tout l'idée de créer un parallèle, mais c'est juste pour ouvrir cette brèche-là, où j'étais persuadé que cette flamme ne pouvait pas s'atténuer, qu'elle était là et qu'elle ne bougerait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que si. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Euh, et je me suis rendu compte il aurait fallu mieux l'entretenir. Il aurait fallu mieux la préserver. En fait, prendre conscience qu'elle était fragile, en fait. Même si elle paraissait extrêmement puissante, extrêmement brillante, qu'elle était quand même fragile. Qu'elle pouvait disparaître. Donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça t'évoque. Peut-être que pour toi c'est absolument impossible. Ça me paraît impossible. Impossible. Ça me paraît impossible. Mais parce que peut-être parce que c'est encore un autre domaine et peut-être plus je sais pas, plus peut-être moins lié à qui on est aussi. Oui, ou peut-être plus lié à ce que je suis justement. Oui, bien sûr dans ton cas. Oui, voilà. Ça, ouais. C'est moi quoi. Enfin, je peux pas. Tu vois. Non, mais c'est vrai. Vraiment, je ne peux pas faire autre chose. Donc non, ça me paraît impossible. J'ai des moments de down, mais qui sont pas liés à ma motivation, qui sont, je sais pas, après un concert, je me sens trop mal, j'ai envie de pleurer. Le lendemain, je suis en deuil, quoi. Ah ouais, c'est horrible. C'est marrant. Qu'est-ce qui... Le fait que ce soit terminé ? Oui. Et de se dire, il n'y en aura plus jamais, ce qui est complètement débile. Potentiellement, il n'y en aura plus jamais ? Oui. Ok. Ça. T'aurais besoin de savoir que... Toujours. Je me place toujours des checkpoints, sinon je suis en dépression. Mais vraiment, ça va pas du tout. C'est comme la sortie d'un titre sur lequel j'ai travaillé pendant des mois. Il sort, et c'est ça qui est rigolo, c'est que pendant des mois, tu le travailles, tu le sors, ça dure 1 seconde, c'est fini. Mais c'est pas c'est fini, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien, il n'y a pas une bombe qui explose dans le monde, il n'y a rien de plus. Et tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, ça prend un contre-pied parce que un peu spontanément, on se dirait, juste à la fin d'un concert, c'est un moment de presque d'extase, quoi. On est sur le... On est un petit peu au-dessus de quelque chose, quoi. Tu vois, on gravite. Non ? Pas du tout. Pas du tout. Et non, mais c'est même vrai, presque l'inverse, tu décris. Complètement. Et souvent, après mes concerts, je sais que tout le monde autour de moi aime bien fêter le concert. Moi, si je pouvais rester face à un mur et bugger, je pense que c'est ce qui naturellement me viendrait. Okay. Et ça m'est souvent assez insupportable après un concert qu'on me... Oui, pas qu'on me félicite, mais... En fait, t'es en décalage, du coup, j'imagine que la réaction des gens est complètement en décalage avec ce que tu ressens. Complètement. Et Est-ce du coup, j'ai un mal-être. Est-ce que t'es autorisé, entre guillemets, à ressentir ça, du coup ? Parce que c'est pas évident de... S'il y a une euphorie générale, d'arriver à ressentir ouvertement l'inverse, quoi, d'être à contresens de tout ça. Ben, je peux rarement le laisser paraître, effectivement, donc c'est douloureux. Je pense que c'est quelque chose plus tard que j'arriverai à imposer en disant là, vous me laissez 5 minutes, je vais faire la gueule. En fait, oui, voilà, c'est horrible, mais j'ai juste envie de faire la gueule. C'est ce qu'on ressent, c'est ce que tu ressens, de toute façon, c'est ton droit le plus strict. Mais... Et mes proches le savent, mais en fait, ils n'y peuvent rien parce qu'il y a quand même il y a quelque chose à célébrer parce que tout le monde est là, tout le monde dit c'était super et tout, et en fait moi je m'en fous, c'était super, oui c'était super, mais c'était super quand j'y étais. Maintenant là ça l'est plus et je sais pas, j'ai un down qui est énorme. Tu t'autorises à le ressentir, je veux dire juste pour toi-même, de manière très égoïste. Seule, oui. Ah ouais. Oui. En fait j'ai envie même peut-être de pleurer, de faire la gueule, j'ai vraiment aucun autre mot qui me vient, j'ai vraiment envie de faire la gueule, de pas sourire, de pas répondre, de bouder, de manger un truc. Alors que ce qui se passe autour, c'est exactement l'inverse. C'est l'inverse, mais total. Alors t'es contente, c'était super. C'est dur, ces moments-là, du coup, à vivre. C'est difficile. C'est difficile. C'est systématique. C'est franchement difficile. Le lendemain, je peux l'être parce que je suis toute seule chez moi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est juste après où je crois que j'aimerais un sas de boude. Un sas de boude, on est sur un concept. Là, on parle du coup des émotions et puis on essaye aussi de creuser des émotions qui sont pas forcément évidentes, dans le sens où, tu vois, typiquement, ce que tu me décris de ce qui se passe pour toi à la fin d'un concert, moi, ça me surprend. Enfin, sans jugement aucun, mais c'est vrai que ça me surprend. Voilà, naïvement, je me serais dit, on sort d'un concert, on fait la fête. Enfin, ça, c'est un petit peu les clichés qu'on voit. C'est des clichés un peu sociétaux, quoi, culturels, qu'on voit dans des films, bon, voilà, c'est un peu... Mais du coup... Par rapport à ces émotions-là, tu vois, la passion de la musique, le plaisir qu'on prend, le côté fun aussi, j'imagine. Il faut à un moment aussi remplir un petit peu le réservoir, quoi. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut entretenir ? Est-ce que c'est quelque chose qui faiblit ? Tu vois, comment tu vois ça ? Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui porte ? Parfois ça disparaît et là ça devient compliqué, ou en fait non, ça se fait naturellement, c'est pas du tout un sujet? Je crois que ça se fait naturellement et en fait ça me fait réfléchir parce que j'ai souvent cette discussion là avec
pareil, mon manager qui a tendance à me dire, et qui me connaît, qui sait que je suis un peu un bourreau de travail, et qui me dit, c'est lui qui me force à prendre des vacances en vacances. Enfin, il me dit, là, c'est 3 jours, par exemple, c'est Noël, tu poses ton téléphone et tu passes 3 jours où tu travailles pas, tu déconnectes, c'est hyper important. Et en fait, c'est ça qui me met le plus en stress. J'avais aussi ces moments-là Tu veux dire le fait de devoir le faire ou lorsque tu y es? Lorsque les tu es deux. dans cette... Ok. Moi, j'en veux pas. Ça te stresse? Oh, c'est Enfin, horrible. t'es pas bien? Non, j'ai pas envie. Ouais. Pareil, quand on me dit regarde, ça fait 7 mois qu'on travaille sur cette collaboration ou sur ce single, il est sorti, ça y est, c'est comme un concert, ça y est, maintenant profite, ou ça y est, tu l'as eu, il est là, il faut maintenant profiter. En fait, non. Je sais, bah non, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais je pense déjà à la suite. C'est-à-dire ce pourquoi j'ai travaillé, et ça y est, je récolte. Je me dis pas, oh, c'est merveilleux, tu récoltes, tu peux profiter maintenant toute la journée. Non, moi, je suis déjà à même le prochain objectif, là. On est à 0/100 de ce qu'on doit faire pour le prochain objectif. Du coup, cette espèce de tension enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais Si, si. il y a vraiment un truc comme ça que tu décris. Est-ce que ça crée pas un décalage avec tes proches, amis, famille, parce que tout le monde n'est pas un petit peu sur le même rythme? Tu parlais de prendre un temps de pause au moment des fêtes ou prendre des vacances de temps en temps. Voilà, ça c'est un petit peu le quotidien, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est le rythme un petit peu classique. Est-ce que ça crée un décalage du point de vue, tu vois, de l'état d'esprit ou même carrément de l'emploi du temps, quoi, de manière très factuelle? Franchement, non. Et j'ai de la chance pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai modelé tout le monde à moi et à ma manière d'être et de faire. C'est-à-dire que déjà, j'ai beaucoup de changements d'humeur. Je suis assez ronchon beaucoup de fois dans la journée parce qu'en fait, je pense à plein de choses qui me... je suis dans mon monde Il y a cette tension. voilà, Ouais. permanente qui me fait être mal d'un coup, personne ne comprend pourquoi, etc. On me le reproche jamais. On me laisse dans mon coin. Est-ce qu'on te l'a reproché au début? Est-ce qu'il y a eu un besoin d'explication, enfin de ta part, tu vois, d'essayer d'expliquer voilà ce qui se passe? Parce que tu vois, c'est peut-être pas évident d'arriver à imaginer tout ce que tu décris là, en fait, tout ce qui se passe intérieurement. Pour les gens très proches de moi, j'ai jamais eu à l'expliquer. Parce que ils trouvent la réponse c'est visible, quoi. Ouais. Ils voient bien que ma journée, je suis obsédée par tous ces trucs-là, que j'arrête pas, que ma vie n'est pas assez riche pour qu'ils puissent se poser des questions, en fait. C'est évident que c'est ça, et tout le monde le sait, et même ils le savent souvent avant moi. Donc non, il n'y a pas de décalage, et même avec des personnes qui pourraient vouloir un temps de pause ou me l'imposer, à la fin, elles font c'est leur rôle aussi. C'est-à-dire, je repense à mon manager. S'il voit que je m'en fous en fait de ce qu'il me dit, il va me suivre. Et c'est comme ça que je choisis aussi les gens près de moi. C'est-à-dire que mon label, par exemple, eux, ils vont couper les ponts. C'est-à-dire que eux, c'est les vacances, pendant 2 semaines, ils répondent pas. Ça, c'est horrible pour moi. Bah, les personnes que je choisis comme mon manager, c'est l'inverse total. Si toute la nuit j'ai envie de l'appeler pour parler de ce qu'on va faire demain, je peux le faire. Ouais, c'est possible. Même si c'est Noël, même si c'est le jour de Noël, même s'il est avec toute sa famille. Et c'est important pour moi qu'il n'y ait jamais de frontières. Il y a aussi un sujet un petit peu de loyauté au projet et ouais, de l'importance que le projet a. C'est ce que tu disais aussi, où toi, c'est vraiment... tu consacres ta vie, en fait, complètement. Et ça aussi, peut-être que c'est pareil, ça, je trouve que ça tranche un petit peu avec le côté un peu léger de la vie d'un artiste, de certains clichés qu'on s'imagine, où en fait, c'est l'extrême inverse. Ça demande des sacrifices absolument colossaux, quoi. Tu disais, ça représente tout, donc j'imagine que les sacrifices, ils peuvent s'appliquer à tous les pans de ta vie, en fait. Ouais. Non, vachement. Mais j'ai jamais eu un seul doute sur ça non plus. C'est-à-dire que moi, ma vie, c'est celle-là. Les gens qui veulent en faire partie, ils s'y adaptent. Ce sera jamais l'inverse. Vu que les choses se sont faites un petit peu naturellement, si par exemple on t'avait expliqué ça avant, tu vois, comme une espèce de contrat à signer, tu vois, si c'est voilà la vie qui t'épanouira ou dans laquelle tu trouveras ton bonheur, voilà le prix à payer, entre guillemets. Est-ce que tu penses que ça t'aurait bloqué? Ça t'aurait freiné? Non, jamais. T'aurais pas hésité? Non. Parce que ma vie me correspond à merveille. Je me plie à personne, c'est-à-dire que pour moi, on me suit. On m'aime, on me suit, c'est tout. Tu écoutes tu écoutes de la musique, d'autres artistes? Non, Quel est pas ton trop. rapport à la musique des autres? C'est vrai? Je vais à aucun concert, j'écoute
quasi que des artistes qui sont morts, parce que j'ai ce truc insupportable je suis incapable d'aller voir un autre artiste en concert Parce tant que moi j'ai pas réalisé ce que je voulais réaliser. C'est vrai, il y a un côté comme ça qui te... Ah ouais, c'est insupportable. Je peux pas. J'arrive pas à croire qu'il y en a aucun qui n'ait pas passé cette barrière, enfin tu vois... Je l'ai fait. Ouais. Je suis allée voir Clara Luciani 3 fois en concert. C'est la seule. Et ça t'a plu? Et Carla Bruni. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Mais t'arrivais pas à ne pas faire le lien? Non. Ouais, il y a une déformation en fait, où tu peux pas juste être dans la réception Non, pas du tout. du truc. Et j'arrive pas à me dire, oh, c'est vachement super ce qu'elle fait. En fait, ça m'est insupportable. Ouais. Ça te renvoie systématiquement à ton angoisse, à ta tension. Et à ce que j'ai à faire, quoi. Oui, c'est ça. Ou même écouter d'autres artistes et m'imaginer que je suis en... C'est presque une trahison de ton oui. propre... Ouais, c'est exactement ça. Ouais, ok. Et c'est pour ça que quand on est dans le van... Tu t'autorises pas en fait. Pas du tout. Ouais. Mais parce que je veux pas. Enfin, je me dis pas, oh, c'est dommage, j'aimerais tellement y aller. Je ne veux pas y aller. Et c'est pour ça que dans le van, quand les musiciens parlent de tel autre artiste en disant que c'était super son show, c'est une trahison. Voilà. En fait, c'est ça le mot. D'accord. Et nous, c'est pas super. Enfin, ou réfléchis là, t'as 3 heures pour réfléchir à comment faire un truc super, fais-le, tu vois. Il y a beaucoup d'exigences. Oui. Mais pourtant... Enfin, tu vois, encore une fois, de manière un petit peu naïve comme ça, je me serais dit que ce qu'amènent les autres artistes, enfin d'autres artistes, c'est aussi une source d'inspiration potentiellement, ou parce que c'est comme ça que ça a aussi commencé d'une certaine manière. Tu parlais de, tu parlais des anciens. Oui. Mais qui, pareil, j'ai dû m'en défaire. J'écoute d'autres artistes, par exemple tous les vendredis, tout est mis à jour sur Spotify. T'as toutes les sorties du jour. Moi, je travaille ça. C'est-à-dire qu'il y a des sorties, je les écoute, je vois ce qui se fait, mais je n'écoute pas par plaisir. D'accord. C'est par travail. Ouais, okay. C'est-à-dire que j'écoute une partie de la chanson pour voir qui a fait la prod, comment elle est faite, qu'est-ce qui est au goût du jour, qu'est-ce qui plaît en ce moment. Pas parce que mon produit est un marketing, mais parce que c'est un milieu dans lequel j'évolue, j'ai besoin de le comprendre pour ensuite, moi, travailler certaines choses, voir comment je peux mieux placer. Donc, pas du benchmarking, mais c'est un peu ça. Ouais. Parce que, en fait, une question un peu très directe et très... Est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter, juste poser sur la table sa sensibilité, son identité artistique, et c'est tout? Ou alors, c'est absolument impossible, en fait, d'être... Il ne s'agit pas tant de percer, en fait, mais juste simplement d'avoir accès à un public, à des gens qui vont pouvoir écouter ce qu'on fait, où il faut forcément... jouer le jeu entre guillemets du marché de la musique, quoi, de l'industrie. Bah c'est comme tout, c'est que tu réduis tu réduis ton pourcentage de chances de réussir. Parce que imaginons que tu fais une chanson dans ta chambre, tu la sors. Qui est au courant? Ouais. Personne. Oui, voilà. Ouais. Elle n'a aucune chance Enfin, il faut bien que quelqu'un l'écoute. Ouais. Donc, si tu veux que quelqu'un l'écoute, t'es obligé d'avoir des réseaux sociaux. Si tu veux que ta publication soit vue sur les réseaux sociaux, il va falloir montrer ta tête. Enfin, tu vois, en fait, c'est infini. Donc, si tu veux... Moi, c'est ma manière de réfléchir. Tout le monde ne l'a pas, mais c'est-à-dire que je mise sur tous les fronts. J'ai jamais délaissé un seul front. Les réseaux sociaux, évidemment que ça m'emmerde, comme tout le monde. C'est-à-dire que poster des choses, réfléchir, passer 4 heures sur son téléphone, c'est insupportable. J'ai pas le choix que d'avoir appris à aimer, et parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir un accès direct avec ceux qui viennent me voir en concert. Ouais. J'ai un accès avec mon public. Mais encore une fois, voilà, il y a quand même un travail pour avoir cet accès-là, quoi. Ouais, genre profiter de l'accès, ça c'est le fruit c'est le fruit de tout ça qui est génial. Mais ouais. Et apprendre à aimer, comme montrer sa tête. Moi, c'était impensable pour moi de montrer ma tête. J'ai appris à le faire parce que je savais que mon projet avait des répercussions positives. C'était direct. Ça n'avait rien à voir. À ce qu'on dit souvent dans le sport, dans la compétition aussi, c'est qu'on apprend en fait à aimer le cheminement, quoi. Ouais. Tout ce qui et souvent même à chaque fois que j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens qui ont pris leur retraite ou c'est vraiment derrière eux, tout ça, c'est souvent même ce qu'ils gardent encore plus, c'est tout le chemin. Ouais, le chemin, vraiment le process, quoi, de tout ce qui faisait en fait le quotidien, dans lequel... la discipline. Et puis de toute façon, pour tenir sur le long terme, c'est quelque chose qu'il faut non seulement endurer, mais carrément, comme tu disais, apprendre à apprécier, à aimer, et à en tirer aussi beaucoup de satisfaction, de bonheur, de motivation. C'est ce qui fait tenir sur le long terme. Ouais. C'est mettre en route un cercle vertueux qui fait que il va te donner. Au début, quand tu te mets... C'est comme le piano, c'est comme tout, en fait. C'est ça, c'est une discipline. C'est qu'au début, c'est chiant. Tu te forces, et quand le cercle vertueux commence à faire effet et que ça y est, tu récoltes ce que tu as semé,
bah, t'as encore plus envie de le faire. Et donc, mais en fait, c'est trop bien les réseaux sociaux. Voilà. Mais c'est sûr que si tu fais pas d'efforts et tu postes 500 trucs, t'as 0 résultat, bah, t'as envie d'arrêter, quoi. Donc, il faut se forcer pour après savoir jouer un morceau de piano, savoir écrire, savoir composer. En préambule, je t'ai demandé si tu aurais pu imaginer faire ce que tu fais aujourd'hui. Et tu m'as répondu oui, sans aucune hésitation, j'ai l'impression. Tu peux nous expliquer pourquoi ? Moi, j'ai pas choisi cette voie. Je me rends compte, je l'ai dans la peau, quoi. Il n'y a pas d'autre issue possible. Donc, évidemment que le travail va finir par payer. Et évidemment que ça va se réaliser. C'est pour ça que je ne peux pas avoir de doute sur ça, parce que c'est mon quotidien et je suis convaincue que le travail paye. C'est la seule chose dont je suis convaincue. Après, quand est-ce que la magie arrive ? Quand est-ce que les étoiles s'alignent ? Moi, elles se sont alignées pour The Voice, elles vont s'aligner 50 autres fois. Le facteur chance. Qu'est-ce que t'en fais du facteur chance ? Il existe ? Ça, c'est l'alignement des étoiles. Il existe ? Ouais, bien sûr. Il existe. Il se provoque pas ? Il se provoque. Moi, mon rôle, c'est de le provoquer constamment. C'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que c'est pour ça que tous les fronts, je les travaille. Et ensuite, j'attends la magie. Et ça, la magie, je la contrôle pas. Moi, je donne les conditions pour qu'elle arrive. Est-ce qu'il y a un facteur malchance aussi ? Non. Non. Parce que la malchance, en fait, c'est que de la chance. Parce qu'après, t'es invincible. Si t'as jamais rien combattu, si t'as jamais rien surpassé... On revient à l'idée que tu développais tout à l'heure, que finalement, on peut transformer l'adversité. L'adversité, c'est presque une chance. Ouais. Est-ce que tu crois que ça, c'est lié à aussi ton parcours de vie ? Est-ce que c'est un enseignement que tu as... Parce qu'on a parlé un petit peu de tes origines, de ton parcours. Je pense que ça vient de l'éducation de mes parents. Ok. En vrai, je pense que ça vient majoritairement de là. Et c'est ce qui fait aussi que le chamboulement en 2006, je l'ai aussi bien vécu, transformé. Mais je pense que tout vient de là, de ce qu'on me transmet quand j'étais petite, et une confiance en moi qui est absolue, en fait. Comme quand ma mère m'a dit, mais c'est toi qui dois chanter, elle savait même pas comment je chantais. Enfin, tout est dit, quoi. Elle s'est pas trompée. Elle s'est pas trompée. Et je suis sûre que même je ne savais pas chanter, en fait, il y a eu une magie qui a fait que je savais chanter. Heureusement qu'elle l'a dit au bon des trois. Enfin... Sur le bon truc. Elle aurait pu se tromper lamentablement, malheureusement, si c'était à moi qu'elle l'avait dit. Est-ce que dans tout ça, il y a quand même une énergie, une vitalité, une force. Est-ce qu'il y a une angoisse ? Une grande angoisse ? Enfin, si je te demande, est-ce que tu as une angoisse en particulier par rapport à tout ça ? Moi, je suis connue pour mes angoisses, quand même. D'accord. Donc, je pense que c'est là toute ma force, assez étonnamment, mais j'ai un tel mal-être de vivre et d'existence que c'est là que je puisse toute ma confiance et ma... pas fatalité, j'ai pas le mot, mais il n'y avait pas le choix, quoi. C'est presque un espace plus sécurisant, la musique ? Ou pas du tout ? Oui. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que ça aurait pu être n'importe quoi d'autre que la musique. Presque une bulle de sécurité, une espèce de safe space dans... J'ai un truc à faire. D'accord. Je me réveille, j'ai pas... non, tu te réveilles, tu vas travailler. Ok. Et ça me sauve de tout, en fait. Le travail. C'est le travail qui me sauve. C'est pas la musique. Parce que si j'aurais voulu être la meilleure peintre, j'aurais fait ce qu'il faut pour être la meilleure peintre. Mais d'avoir un objectif de vie, ça me sauve de tout. Et les moments où le temps s'arrête, c'est lorsque tu es sur scène. Ouais. Ça, c'est des moments qu'il faudrait... C'est un contrat qui se passe. C'est même au-delà de ces moments-là, les moments de vie avec... je sais pas, par exemple, on a travaillé comme des acharnés avec mon manager. Et là, on va se boire un chocolat chaud. Et on va en parler, ou on va... Je sais pas, tout ça, c'est des moments, le temps s'arrête. Les réunions à plusieurs, les brainstorming... En fait, tous ces moments-là de travail, pour moi, c'est pas du travail. C'est là que je sors de tout, c'est là que je suis heureuse, c'est là que j'ai un sens à ma vie, c'est là que j'ai l'impression de pouvoir avoir les armes un jour pour... vaincre ce qui me fait le plus peur, c'est-à-dire le deuil des personnes que j'aime, la peur de la mort, c'est tout ça qui m'aide à combattre ça. Absolument. Ça donne à réfléchir. Ouais. J'ai envie de te faire passer par une étape obligatoire. Et je vais te poser 5 questions. C'est 5 questions rituelles que je pose à tous mes invités. L'idée, c'est de me répondre en une phrase, mais bon, évidemment, on fera
on fera avec ce qui vient. Ça te va? Enfin, Ouais. c'est quand tu veux, ok. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu ou que tu aurais aimé recevoir? Celui de ma mère d'avoir quelque chose qui m'appartient, qui n'appartienne qu'à moi. Vernis Rouge. Et du coup, à défaut, quel est le pire conseil qui t'a été donné dans ton parcours? De me laisser croire que les conseils ont une valeur. Ok, tu peux développer ça? Je trouve que les conseils, c'est très mauvais. Quand on développe quelque chose d'aussi grand et d'aussi personnel, parce qu'en fait, ce ne sont que des interférences. Quelqu'un qui viendrait en fait asséner quelque chose. Ouais, Et... Ouais, ok. te conseiller quelque chose. Ouais. Ou en fait, tu sens qu'il y a un... ça s'applique pas ou c'est pas forcément pertinent, enfin c'est dangereux. Ça ne peut en aucun cas être pertinent. Même quand ils sont... Alors, même quand ça viendrait de quelqu'un de proche, enfin en toute bienveillance, tu penses que ça peut parfois aussi être... Moi, je considère qu'ils ont de la valeur quand je vais les chercher. Là, ils ont de la valeur. Ok. Mais sinon, ils me font généralement que du mal ou des questions, des doutes, des chemins que j'ai empruntés qui sont pas les bons. J'ai besoin de me tromper, j'ai besoin de partant du principe que j'ai confiance et que je considère que je suis pas trop débile et que je vais savoir aller là où je dois aller, j'ai besoin de me tromper. Je sais que j'ai perdu beaucoup de temps avec des personnes proches de moi qui pensaient me dire ça te ressemble pas, ou cette musique, c'est dommage, c'est pas trop toi. Alors qu'en fait, même moi, je ne sais pas qui je suis, comment on peut me dire qui je suis, tout est biaisé à partir de là. Donc j'ai besoin d'aller ailleurs. Oui, il y a une exploration à faire dans tous les cas. Et que je vais réajuster en fonction de ce que j'ai envie, de là où je prends du plaisir. Je dis n'importe quoi, mais quand on me dit j'ai jamais mis de talons. Donc le jour où j'en portais, on me disait mais tu marches trop, enfin c'est pas fait pour toi les talons, t'as vu comment tu marches? Bah oui, mais 2 minutes, je vais apprendre, tu vois. Peut-être qu'en fait les talons, je suis faite pour ça et que je vais marcher mieux que personne. Donc tout est biaisé. Ce que je ne sais pas le faire, je vais apprendre à le faire et ensuite je verrai en me regardant si je suis faite pour ça ou pas, ou si je suis heureuse, ou si je prends du plaisir, etc. Donc je dirais attention aux conseils et attention à aussi porter de la crédibilité à l'avis des autres sur une musique. Un exemple, si moi demain je crée une musique et que, je sais pas, un label me donne son avis dessus, ah c'est super, mais qui c'est pour me donner un avis? C'est même encore plus bon signe qu'ils me disent que c'est pas bien, parce que ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, si moi je le crée, c'est que c'est bien. Enfin, je veux dire, j'ai confiance en ce que je fais. Si j'ai du plaisir à l'écouter, c'est que déjà, il y a une personne qui trouve que c'est bien. Oui, donc ça a une raison d'exister. À soi-même déjà, ouais. Voilà. D'accord. Et c'est souvent ce que je réponds quand beaucoup de gens me demandent ah, tu penses que c'est bien ce que je fais ou que ça peut réussir? Mais qu'est-ce que j'en sais? Comment t'oses me demander? Je suis qui pour te dire si c'est bien ou pas? Ouais. Il y a que toi qui le sais. Enfin, fais-toi confiance. Voilà. Qu'est-ce que tu es fier d'avoir gardé jusqu'ici et que tu souhaiterais vraiment conserver quoi qu'il arrive? Mon honnêteté et intégrité dans ce que je fais. Pour moi, une bonne chanson, c'est ne pas tricher. Et moi, je ne triche pas. Voilà. Ok. 4e question que je veux te poser, c'est... Enfin, c'est pas vraiment une question en fait, mais si là, tu avais une phrase à dire à la Manon enfant ou adolescente, qu'est-ce que tu lui dirais? A priori, rien. Tu lui dirais rien du tout? Je lui dirais rien. Oh, j'ai rien à lui dire. C'est vrai? Ouais. C'est surprenant comme réponse. Bah parce qu'en fait, rien. Je cherche trop, donc c'est qu'il y a rien. Ok. Vraiment, rien ne me vient à l'esprit. Si tu l'imagines là, t'aurais pas une phrase que t'aurais envie de lui dire? Non. C'est vrai? Ok. Parce que je suis souvent assez gênée socialement. Il y a pas de bonne réponse. Ouais, de voilà, toute je façon, crois que j'aurais rien à lui dire. Non, bah, Ouais. c'est très bien. Et enfin, si tu avais le droit d'établir une règle universelle, que vraiment tout le monde devrait suivre, un peu dans un espèce de monde, un monde idyllique, quoi. Une règle universelle que tout le monde devrait suivre, ce serait laquelle? Ce serait une règle dans la musique, et ce serait de replacer la musique au milieu du village. Ok, qu'est-ce qu'on entend par là, pour un néophyte comme moi? Ça, j'y tiens énormément, parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne parle plus de musique.
Toutes les interviews, elles parlent d'autre chose. On est là pour se plaindre, on est là pour parler d'histoires dont tout le monde se fout, et en fait, on parle plus jamais de musique. C'est vrai. On me demande jamais pourquoi t'as choisi telle note, pourquoi t'as mis tel mot. Non, mais c'est vrai. Tu me fais réaliser, voire presque culpabiliser de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. On n'a pas beaucoup parlé de musique. Parce que c'est pas une émission bien centrée sûr. musique. Oui, mais moi, je fais plein d'interviews où on est là pour parler de ma musique. Et je parle de tout, sauf de ma musique. Je parle de ma santé mentale, à quel point ce serait dur d'être une femme alors que je l'ai jamais dit que c'était difficile, à quel point sexuellement peut-être, comment je le vis. J'en sais rien, que des questions qui n'intéressent personne. Et on me demande jamais... On parle pas de musique. Voilà. Okay. Ça, c'est ce que je déplore et je n'en peux plus. Ok. Merci Vernis Rouge pour ce magnifique échange et d'avoir partagé tout ça avec nous. Avec plaisir.